Bonjour mesdames et messieurs, avec la ministre déléguée, très heureux de vous retrouver pour ce point presse mensuel. Vous voyez ce mec? C'est l'abject Gérald Darmanin. Désolé de vous infliger la vision de ce petit être ombrageux comme ça, sans même avoir pris le temps de vous dire bonjour, mais ce qu'il s'apprête à faire sur cette vidéo est intéressant. Il s'apprête à donner une conférence de presse qui va détailler l'activité des services de police pour le mois de février. Ça se passait le 30 mars 2021, et c'était la 4e conférence du genre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de telles conférences de presse. En fait, depuis Sarkozy, ce genre de rendez-vous mensuel où on égrène les stats de la police, ça n'avait plus trop cours. La dénonciation de ce qu'on avait appelé la politique du chiffre était passée par là, et les ministres de l'Intérieur, même si cela jouait pas pour autant en discrète, n'organisaient plus trop d'événements pour dire à quel point leurs agents avaient bien bossé ce mois-ci. Il ne s'agit pas d'évoquer une nouvelle politique du chiffre. Oui, on va y revenir, t'inquiète pas. Dans Le Parisien, en septembre 2020, Darmanin avait prévenu que, dorénavant, il communiquerait tous les mois sur l'ensemble des résultats des services de police. Précisément, un point presse mensuel sur tous les sujets, à la fin de chaque première semaine du mois, pour communiquer l'ensemble des résultats de nos services. Il se tiendra à Beauvau à partir d'octobre. Dans la dernière vidéo, si vous l'avez pas vue, je vous encourage à le faire, on a parlé des statistiques de la délinquance et de la criminalité. Il y a une question qu'on n'avait que rapidement évoquée. Comment les responsables politiques se servent-ils de ces statistiques? Christophe Soulez, le directeur de l'Observatoire national de la délinquance, nous avait mis en garde sur le fait qu'ils les utilisaient en fait assez mal. Les responsables politiques, les décideurs publics s'appuient encore beaucoup trop sur la statistique policière pour, d'une part, avoir un discours public sur la criminalité et la délinquance, pour adapter, orienter ou prendre des décisions en matière de politique publique, et donc que l'enquête de victimation aujourd'hui n'est pas encore utilisée à la juste mesure des informations qu'elle peut fournir. Alors aujourd'hui, Darmanin nous offre une opportunité en or. Comment va-t-il réussir à condenser toute l'action du ministère de l'Intérieur dans un point presse mensuel d'une demi-heure? Eh ben, on voit ça tout de suite. Surveillez vos arrières, accrochez-vous à vos slips, parce qu'aujourd'hui, on va parler Darmanin. L'activité de la police, comme on l'a vu dans la précédente vidéo, est mesurée tous les mois et mise à disposition dans un grand fichier, accessible via un lien en description, et qu'on appelle l'État 4001. Il y a bien d'autres sources, mais disons que c'est la principale. On peut surtout l'exploiter pour regarder quelles sont les priorités des forces de l'ordre, quels sont les types de délits sur lesquels elles interviennent le plus. Est-ce que ce sont les violences, les cambriolages, les vols de voitures? À la question « mais que fait la police ?», eh bien, ça crève les yeux. Si on observe les 4 dernières années complètes disponibles, de 2017 à 2020, on peut répondre ceci. D'abord, elle s'occupe des cambriolages et des affaires de vol sans violence. En gros, c'est une affaire sur 3. Ensuite, des vols de véhicules ou des vols à la roulotte. C'est quand on vous vole votre autoradio, en gros. Encore des affaires d'escroquerie. Chacun 1/8 à peu près des affaires. Ensuite viennent les violences contre les personnes, les violences qui n'entraînent pas la mort, les meurtres sont comptés à part, pour une affaire sur 10 à peu près, c'est variable selon les années. Les dégradations de biens privés ou publics, 7% des affaires en 2020. Les menaces, injures, chantages, etc., pareil, 7% en 2020. Et ensuite, les infractions à la législation sur les stupéfiants, qui représentent entre 5 et 6% de l'activité policière selon les années. Tout le reste, les 104 types de délits de l'index de l'État 4001 représente moins que ça. Et donc, comment va faire Darmanin pour parler de tout ça? J'ai regardé les 4 conférences qui ont été faites, j'avoue j'ai pas mal souffert, vous avez vu ce que je fais pour vous? Je peux donc vous en faire un résumé éclairé. La lutte contre l'islamisme radical, contre l'islam radical, le séparatisme islamiste, les musulmans, l'islamisme radical, la mosquée de Pantin, l'islamisme. Here comes a new challenger! Ah oui, il y a Chiappa aussi qui s'y colle. L'islamisme, la radicalisation, l'islam, musulmans, l'islamisme et le repli communautaire, l'islamisme radical, musulmans, l'islamisme radical. Non, je plaisante, il n'y a pas que ça quand même. Quelles thématiques seront abordées donc, monsieur le ministre? 3 priorités que nous sommes fixées en arrivant au ministère de l'Intérieur. La première priorité est celle de la lutte contre la drogue, contre la consommation et le trafic des stupéfiants. La deuxième est celle qu'évoquera notamment la ministre des Violences conjugales, intrafamiliales, et puis avec la ministre en commun sur la question de la radicalisation et de manière générale de la lutte contre ce qu'il est convenu d'appeler le séparatisme et singulièrement l'islamisme radical. Ah, on est passé de l'ensemble des sujets à finalement 3 sujets. Ok, on répète donc, les 3 sujets, c'est
La lutte contre le séparatisme. Singulièrement l'islamisme radical. La lutte contre les violences faites aux femmes. Là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire, c'est même plutôt une bonne chose en fait, mais on va revenir sur la façon dont ces questions sont déclinées dans les conférences de presse, parce que c'est intéressant. Et enfin, la lutte contre les stupéfiants. On va voir qu'effectivement c'est devenu une priorité très claire pour les forces de l'ordre, notamment avec la mise en place de l'amende forfaitaire. C'est pas sans poser question d'ailleurs. Et c'est tout, exit tout le reste, ça nous intéresse pas. Darmanin va se justifier en disant ceci. Par ailleurs, il y a un service statistique au ministère de l'Intérieur qui est indépendant, qui publie des chiffres qui sont commentés très largement. Et il ne s'agit pas de les oublier. Évidemment, ce service continuera à les publier. Et dans les questions-réponses que nous pourrons avoir, nous pourrons parler d'autres sujets en lien avec le ministère de l'Intérieur dans son action de délinquance. Mais on n'a justement pas voulu, c'est peut-être une frustration de ceux qui attendaient la politique du chiffre, qu'on mesure les 1% par-ci, les 3% par-là, les objectifs territoire par territoire, qui ne nous paraît pas, pour le coup, une bonne politique. Cette phrase de Darmanin illustre quelque chose d'essentiel selon moi. Il nous parle des 3 priorités qui sont fixées au ministère de l'Intérieur. On est donc dans un pur exercice de communication, pas du tout dans une restitution au public de l'activité de la police et de la gendarmerie, non, pas du tout. Darmanin et Schiappa sont là pour enfoncer le clou sur les 3 sujets qui, eux, les intéressent. Au cours de ces différentes interventions, Darmanin égrène les mêmes chiffres comme une litanie. 89 lieux de culte soupçonnés de séparatisme ont été contrôlés et font ce suivi quasiment particulier par les services. 25 ont été fermés au jour où je vous parle, dont 13 à la suite des contrôles de ces derniers jours, de ces dernières semaines. En mars 2020, on en est donc à 533 lieux fermés par l'administration en tout, depuis 2018, pour soupçon de radicalisation. Alors c'est toutes sortes de lieux, mais c'est surtout des lieux de culte, sans plus de précision. On se doute qu'il s'agit pas de Saint-Nicolas du Chardonnay, mais Darmanin précise jamais de quel culte il s'agit, comme si c'était normal pour tout le monde que, de toute façon, ceux qui nous embêtent, c'est forcément les terroristes. Les musulmans, pardon, je confonds à force de regarder ces news. C'est intéressant de constater que tous ces lieux ont été fermés sur la base de soupçons, et non pas sur la base de la loi contre les séparatismes, qui n'est pas encore votée de toute façon, ni avec les moyens de l'antiterrorisme par exemple, mais bien sur la base de contrôle des ERP, les établissements recevant du public. Ça se déroule comme ça. On repère un lieu qui nous emmerde et qu'on voudrait faire fermer, mais on n'a rien vraiment pour les faire fermer. Qu'à cela ne tienne, se dit le ministre de l'Intérieur. On va appeler des collègues pour aller contrôler ces lieux sur la base des règles de sécurité des bâtiments, par exemple. Est-ce que vous avez une sortie de secours? Est-ce que l'alarme anti-incendie fonctionne bien? Ce genre de choses. Alors c'est vachement utile pour les salles de concert, les théâtres, bien sûr, mais c'est fait par les mairies et les pompiers notamment. C'est une façon d'aller chercher la petite bête si vous voulez dans ce cas-là. Ok, on peut pas vous faire fermer pour les motifs qu'on veut vraiment, mais si on est tatillon sur la sécurité incendie, on est quasiment sûr de trouver un petit quelque chose qui va pas. Mediapart, toujours dans Les Bons Coups, avait déjà levé ce lièvre en février 2021 avec un article de David Perrotin qui s'intitulait « Séparatisme, les autorités tentent d'embrigader l'inspection du travail ». Je vous mets le lien en description pour ceux qui sont abonnés à Mediapart. L'article montrait que les autorités, faute de loi sur mesure, avaient transmis des listes de lieux, alors des lieux de culte, des restos, des coiffeurs même, à différentes administrations en leur demandant d'aller chercher la petite bête. Du travail dissimulé, des normes incendies pas respectées, des agréments CAF à revoir, etc. C'est une manière de faire détourner, certes, mais qui porte ses fruits, je rappelle. 533 établissements fermés. Aucune mention ne sera faite sur d'éventuels autres lieux de radicalisation, non musulmans, que les autorités auraient également pu faire fermer. Pourtant, de nombreuses études et de nombreuses enquêtes ont pu montrer qu'en ce qui concerne le séparatisme, on pourrait aller regarder ailleurs que sous la djellaba des musulmans, par exemple chez les néofascistes et les néo-nazis, les enquêtes récentes de Mediapart, ou encore eux, sur les néo-nazis dans l'armée française par exemple, ou ce qui s'est passé dans le Puy-de-Dôme, fin 2020, avec ce survivaliste armé qui tapait sur sa femme et qui a mis le feu à sa maison avant de buter 3 gendarmes. Là, c'était pas un terroriste, c'était un forcené bien sûr. Ce mec était membre de groupes aux accointances pas très clairs, disons, et surtout avait opportunément profité d'une soi-disant licence de tir sportif pour ramasser des armes de guerre chez lui. Plus globalement, l'ONU elle-même a alerté récemment sur les risques liés au terrorisme d'extrême droite, qui, en nombre d'actes terroristes, est passé récemment devant le terrorisme religieux, même si les religions font toujours plus de morts, et la compétition entre gros débiles est lancée. Pourtant, rien que si on veut se cantonner aux extrémistes religieux, il y aurait un paquet de monde qu'on pourrait faire fermer, et pas que chez les musulmans d'ailleurs. Des cathos traditionnalistes de Civitas, aux paroisses ultra comme Saint-Nicolas du Chardonnay que j'ai cité tout à l'heure, ou encore les sectes évangélistes qui promettent de guérir toutes les maladies rien qu'en priant Jésus, il y en aurait des charlatans et des dangereux à mettre hors d'état de nuire. Mais non.
Tout le narratif déployé par le pouvoir est soigneusement écrit, les faits détaillés soigneusement choisis, pour forger dans nos esprits une image précise de la menace, et cette menace, c'est pas les nazis, c'est pas les cathos, c'est pas les évangélistes, c'est les musulmans, on vous dit. Tenez, le groupuscule Génération Identitaire a été dissous avec les mêmes moyens au mois de mars, par Darmanin lui-même d'ailleurs, et vous croyez qu'il mentionnerait dans sa conférence de presse? Même pas! Il évoque bien le fait qu'il pense à les dissoudre dans sa conférence du mois précédent. J'ai donc demandé au service du ministère de l'Intérieur de réunir les éléments qui permettrait au ministre de l'Intérieur de proposer la dissolution de Génération Identitaire. Je sais que le ministère y travaille. Il le fera évidemment dans le cadre des lois et des règlements de la République, en proposant notamment, une fois que ces éléments seront particulièrement réunis, le contradictoire qui est dû à chaque association. Mais pas un mot dans celle qu'il donne après qu'il l'ait vraiment fait. Par contre, rappelez qu'il a dissous le CCIF, ça oui, vous pouvez compter sur lui. Je propose d'ailleurs que vous regardiez le nombre d'associations qui ont été dissoutes en Conseil des ministres. Chacun verra que depuis plusieurs mois désormais, à la demande du président de la République, c'est ce gouvernement qui a mis fin à de véritables officines islamistes, Baraka City, CCIF, les loups gris. Il y a un autre challenger dans cette conférence de presse, comme on l'a vu tout à l'heure. Ou plutôt une challengeuse, Marlène Schiappa. On se souvient que Macron a collé Schiappa dans les bottes de Darmanin lors du dernier remaniement, pour promouvoir le fait que les autorités allaient cette fois s'occuper sérieusement des violences faites aux femmes. Ça a fait pas mal jaser pour plein de raisons, c'est pas le propos ici. Ou plutôt, je ferai juste une remarque. Mais heureusement qu'on lui a collé Schiappa pour s'occuper de ça, parce que sinon les violences faites aux femmes, au vu du pédigré de Darmanin, on en aurait peut-être encore moins entendu parler au gouvernement. C'est pas tant que le sujet est réduit à sa portion congrue, non. Schiappa prend le temps de détailler quelques avancées, quelques indicateurs, mais elle passe en fait beaucoup de temps à faire une chose en particulier. Elle répète que les forces de l'ordre sont meilleures qu'avant sur ces sujets, qu'ils ont maintenant accès à des formations, qu'on a mis en place un numéro vert ou une appli ou je sais pas quoi. La plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr. Ça prend davantage de place dans la conférence que les résultats concrets. Même d'une conférence à l'autre, elle va répéter les mêmes trucs pour bien marteler le message. Nous avons souhaité inscrire dans la loi le délit d'outrage sexiste et la possibilité de le verbaliser. Et à ce jour, la France est toujours le seul pays au monde à le faire. Vous le savez, nous sommes le premier pays au monde à avoir créé l'infraction de harcèlement de rue. Nous avons fait voter en 2018 la loi contre le harcèlement de rue. La France est à ce stade le premier et le seul pays du monde à verbaliser le harcèlement de rue. Qu'au moment des débats sur cette loi, certains nous disaient que c'est une loi qui ne sera pas applicable, on n'aura jamais un membre des forces de l'ordre qui pourra verbaliser un harcèlement de rue, ou on nous disait que les forces de l'ordre ne seraient pas enclines à le faire. Je me permets de rappeler qu'à l'époque, certains nous disaient que les policiers et les gendarmes n'arriveraient pas à verbaliser le harcèlement de rue. Même si là, bon, je chipote comme un gros lourd, hein, puisque les formations sont mises en place pour que les victimes de violences sexuelles ou conjugales soient mieux accueillies quand elles veulent légitimement se plaindre. Parce que c'est vrai qu'on avait un foutu retard là-dessus. Que les choses évoluent, c'est plutôt bien. Parce que si on en croit les chiffres, sur les quelques 200 000 cas de viol estimés chaque année en France, seules 16 000 victimes finissent par porter plainte. Ça fait pas beaucoup, ça commence à évoluer doucement. En réalité, les violences sexuelles ou sexistes sont encore loin d'être dans le top des priorités concrètes des forces de l'ordre. Et là, je vais encore dégainer mon fameux fichier de l'État 4001. Si on observe la part de ces faits de violences sexuelles dans l'ensemble de l'activité de la police, depuis, mettons, le début du quinquennat de Macron, on voit que ça représente entre 5000 et 7000 cas par mois, quand même, en prenant en compte le harcèlement, les atteintes sexuelles, les viols, mais aussi les arrestations de proxénètes. Ça fait 2% à peu près de l'activité de la police et de la gendarmerie. Cette proportion augmente, depuis l'été dernier, c'est plutôt 2,5%. Et là, on sait que c'est pas parce qu'il y a eu une flambée de viols soudaine, non, mais bien parce que les victimes osent davantage porter plainte qu'avant. De même, les chiffres sont aussi en hausse, alors plus timides, avec le nouveau délit de harcèlement de rue. Il n'y a pas encore énormément de verbalisation, même si certains, et surtout certaines, pourront me rétorquer que c'est de toute façon trop, on est d'accord, mais on est sur 150 verbalisations par mois à peu près. L'augmentation de l'activité policière, en tout cas, n'a rien à voir avec une politique du chiffre, c'est Darmanin qui le dit même. Il ne s'agit pas d'évoquer une nouvelle politique du chiffre, ce n'est jamais ce que nous avons demandé. La politique du chiffre, c'est donner des objectifs par avance et montrer s'ils sont ou s'ils ne sont pas tenus. Avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, nous avons d'ailleurs demandé à tous les préfets de doubler ce nombre de verbalisations de harcèlement de rue. Ça, un journaliste l'avait remarqué, et on a droit à un exercice d'équilibriste assez sympa de la part de Marlène Schiappa. Oui, bonjour, William Ligné, TF1 LCI. Vous avez parlé de politique du résultat du chiffre. Madame la ministre, vous avez indiqué que vous vouliez doubler, enfin vous demandez à ce que les préfets doublent les infractions liées au comportement sexiste. Est-ce qu'il n'y a pas là une contradiction ?
Je ne le crois pas. Je pense qu'au contraire, c'est important de donner des objectifs et de donner des priorités. D'abord, le sens de la démarche du ministre de l'Intérieur et de moi-même de venir ici en toute transparence partager des chiffres. Il ne s'agit pas justement de politique du chiffre, il s'agit pour nous de partager des indicateurs qui démontrent quel est le travail mené par le ministère de l'Intérieur. Bon, tout ça pour dire qu'il y a encore du taf sur ces sujets-là. Une autre priorité du ministère, qui n'en est pas vraiment une quand on regarde les chiffres d'activité policière, c'est la lutte contre les stupéfiants. Et la lutte contre toutes les batailles, ces stupéfiants, contre la violence du quotidien. Mais oui, c'est clair. Darmanin justifie cette priorité comme ceci. Tellement ils font naître, non seulement du financement illégal, ils financent d'autres réseaux. Et d'embrayer sur une litanie de chiffres. Plus de 10 tonnes de cannabis saisies, soit plus de 112%. 1 tonne de cocaïne, c'est-à-dire quasiment plus de 200% par rapport au mois précédent. Tiens, c'est marrant d'ailleurs, parce que je croyais que... On n'a justement pas voulu, c'est peut-être une frustration de ceux qui attendaient la politique du chiffre, qu'on mesure les 1% par-ci, les 3% par-là. Alors que bon... 80%, 41%. Bon, en même temps, c'était un peu con de s'engager à pas balancer des chiffres dans une conférence de presse sur les chiffres. Là, il s'est tiré une balle dans le pied, pour ne plus grand violeur. Bonheur. Quand on les regarde justement, ces chiffres, on voit que la mère de toutes les batailles n'est pas encore bien développée. Les stupes, c'est à peu près 6% de l'activité de la police, en moyenne, depuis le début du quinquennat de Macron. Remarquez, sous Hollande, c'était la même proportion, et sous Sarkozy, c'était même un peu moins. Les flics alignent de plus en plus pour ce type d'infraction, d'année en année, peu importe qui est au pouvoir. Quand on regarde les chiffres depuis que Darmanin est au ministère de l'Intérieur, soit depuis juillet 2020, là, c'est une autre tisane. Il aligne en moyenne 2000 personnes de plus tous les mois que son prédécesseur Castaner pour des faits liés aux stupéfiants. Et même, depuis septembre 2020, c'est passé à la vitesse supérieure. Regardez-moi ça. 57% d'augmentation des faits constatés en septembre par rapport à août. Mais il s'est passé quoi ? Il s'est passé l'amende forfaitaire. Depuis le 1er septembre, en effet, la police peut vous mettre une amende forfaitaire de 200 € si elle vous prend en train de fumer du shit. On en est à un tel point qu'en fait, les amendes forfaitaires représentent près d'une infraction sur 3, 31% précisément, entre septembre et janvier, pour les infractions liées aux stupéfiants. Il en est tellement fier de son amende forfaitaire qu'il veut même en inventer d'autres, écoutez ça. Je voudrais d'ailleurs dire qu'une nouvelle AFD, une nouvelle amende forfaitaire délictuelle, sera aux mains des policiers et des gendarmes dès le mois d'octobre, avec une occupation illicite des halls d'immeubles. Vous croyez que les gens qui occupaient leur hall d'immeuble pour éviter que les dealers s'y installent vont se prendre des amendes aussi ? Ouais, je plaisante. Mais il y en a d'autres, hein. Amende forfaitaire contre les gens du voyage, contre les vendeurs à la sauvette par exemple. Voilà ce qui est en préparation au ministère de l'Intérieur. En ce qui concerne les stupes, les statistiques peuvent en fait venir troubler un peu la vision du problème. Je m'explique. Quand vous mettez une amende forfaitaire à un gars qui fume un joint dans la rue, ça fait une affaire constatée. Bon, le gars se fait pincer, il n'y a pas vraiment mort d'homme, je veux dire, ça va, c'est un joint. Et quand les policiers démantèlent un gros trafic, bah ça fait aussi une seule affaire constatée. Alors que là, ça a un impact bien plus fort. Donc, les stats, c'est comme tout, ça s'utilise quand c'est pertinent, et il faut pas en abuser non plus. En tout cas, il faut être conscient de ce qu'il y a derrière. On voit quand même poindre un truc assez parlant en regardant les chiffres des infractions et la législation sur les stupéfiants. Darmanin est en fait en train de mettre la pression sur les consommateurs, et ça se voit sur les chiffres, ça. Donc, à tous ceux qui croyaient, comme moi d'ailleurs j'ai pu le croire au début, que Macron, le libéral, allait peut-être faire un geste vers la légalisation ou la dépénalisation, pour des raisons économiques bien sûr, parce que légaliser ça rapporterait de la taxe et du PIB. Eh ben, je vous le dis comme je pense, les gens, on risque d'être déçus, ça va pas le faire. Que penser alors de cet exercice de communication de Darmanin et Schiappa ? On peut avoir l'impression de pas apprendre grand-chose, mais en fait il faut lire entre les lignes. On en apprend davantage avec la forme qu'avec le fond dans ces conférences. 3 priorités sont donc assumées par le pouvoir. En premier, la lutte contre les stupéfiants, sous couvert de reconquête des territoires de la République, je sais pas quoi là. Gérald ? La reconquête territoriale. Ouais, ça. Là, on voit qu'ils parlent encore bien des mêmes, hein. Les mêmes, c'est qui ? C'est ces satanés jeunes, voyous, qui font rien qu'être des délinquants, alors qu'on leur a pourtant tout donné ce qu'il fallait pour réussir dans la vie, hein. La liberté, l'égalité, la fraternité, et eux, ils font que dealer du shit en étant des séparatistes. En deuxième, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et là, on se rend compte que le pouvoir évolue finalement moins vite que la société. Schiappa semble raccrocher les wagons en marche, et commence à lancer des politiques de formation des forces de l'ordre pour qu'elles accueillent mieux les victimes, et c'est pas un mal, hein. On a juste envie de dire... enfin, quoi. D'ailleurs, quand on regarde les dossiers de presse distribués aux journalistes, téléchargeables sur le site internet du ministère, on voit que ce sujet est très réduit.
On revient beaucoup sur les formations pour les forces de l'ordre, encore une fois, et les chiffres, les résultats entre guillemets, ne coupent mieux qu'une page ou une demi-page sur les 8 à 10 que comportent les documents. Et enfin, la lutte contre les séparatismes. Là, on est sur du macrono-lepénisme pur jus, qui essaye même plus vraiment de cacher son islamophobie. Il faut mettre les musulmans au bas. Le ministère s'en cache tellement pas qu'au fil des dossiers de presse, la façon de parler du sujet change. Si en novembre 2020 on parlait encore de séparatisme, dès le mois suivant il est question de terrorisme et islam radical. Et à partir de janvier 2021, on n'écrit plus que islam radical. Mais à part ça, non, ils ont pas d'obsession sur le sujet, non, pas du tout. Voilà donc les sujets qui occuperont Darmanin jusqu'à la fin du mandat macronien. Les sujets qui seront mis par le pouvoir au cœur des débats pendant la prochaine présidentielle, c'est ceux-là. Puisque c'est là-dessus que Macron a décidé de fonder sa politique de maintien de l'ordre. Le mouvement social, les gilets jaunes, les violences policières, les nécessaires investissements massifs dans les services publics, l'hôpital, la santé, l'écologie. Vous n'y pensez pas, voyons. Ces sujets-là, ce sera notre boulot de les remettre au cœur des débats, parce qu'on ne pourra pas compter sur le gouvernement pour le faire à notre place. Le gouvernement ne pourra pas le faire, parce qu'il s'est coincé lui-même dans un rôle autoritaire, à rejouer encore et encore le faux duel contre le Rassemblement national. Éric Fassin, sociologue, était interrogé récemment par la revue Regard. Et voilà ce qu'il disait. Sur ces questions, on va dire d'identité nationale, il n'y a pas de différence entre le gouvernement actuel, le président de la République, et le Rassemblement national et sa présidente. Autrement dit, c'est le triomphe de l'extrême droite. L'extrême droite est au pouvoir alors même qu'elle n'a pas été élue. Son programme idéologique est celui qui définit aujourd'hui le débat public en France. Voilà. On va essayer de pas trop déprimer, et puis on se retrouve bientôt pour parler de notre sujet. On va parler de l'hôpital public, tiens, ça va être plus gai. Ou pas. À la prochaine fois.